quitteras jamais? Non, jamais. Alors je t'aimerai toujours. Le cinéma de Fabrice Duvels est porté par une imagination inhabituelle et énigmatique qui charge nos gestes les plus ordinaires d'une signification inquiétante et où le décor de notre vie quotidienne devient un monde fantastique. Adoration est son 6e long métrage et le 3e volet d'une trilogie qui se déroule dans la région des Ardennes, après Calvaire en 2004 et Alléluia en 2014. Cette fois, à la manière du réalisateur Georges Franju, il dédie son film à ceux qui n'ont pas renié leur part d'enfance. Ceux qui fuient le monde de l'adulte, monde du mensonge et de la désillusion. Avec Adoration, Duvels signe un film construit comme un conte, dans lequel il réveille les monstres et les fées. Tu sais pourquoi le ciel ment jamais? Non. Parce que les étoiles voient tout. Elles murmurent aux oreilles des gens. Mais personne n'écoute. Moi, je les écoute. Elles me disent quand les gens mentent. Comme ça, personne ne peut me tromper. C'est ce que t'entends? Oui. Tu me crois? Oui, Jure-le. je le jure. Bonjour Fabrice Duvels et bienvenue. Bienvenue au cinéaste cinéphile que vous êtes. Cinéaste cinéphile parce que vous vous intéressez d'abord au cinéma des autres. Et on peut s'en rendre compte régulièrement sur une chaîne BTV en Belgique puisque vous animez une émission de cinéma qui s'appelle Home Cinéma où vous dialoguez avec vos pairs de cinéma un peu à l'instar de ce qu'on fait ici, c'est-à-dire que vous êtes porté par un désir de cinéma, un désir de découverte, un désir de transmission. C'est quoi pour vous la transmission? Est-ce que ça vient d'une forme d'exigence de vie, une forme de reconnaissance de ce que vous avez reçu du cinéma et vous avez envie de le partager? Oui, il y a un peu de tout ça. Je pense sincèrement, de toute façon, et de plus en plus, que le cinéma est un art de la transmission, c'est-à-dire que c'est un art foncièrement pédagogique. Certains grands cinéphiles, dont un qui nous a quittés il y a quelques semaines, qui est Jean Douché. Moi, je ne l'ai pas connu personnellement, mais je l'ai beaucoup entendu parler. Et effectivement, les gens passionnés sont passionnants. Vous parliez de Jean Douché, qui était cinéaste, historien, critique de cinéma, compagnon de la Nouvelle Vague. Et il disait que la meilleure façon de regarder un film, c'était de le regarder comme une œuvre d'art. Pourquoi c'est important pour vous, Fabrice Duvels, d'être cinéaste cinéphile? Je viens au cinéma parce que j'ai rêvé de ça enfant. En fait, je me suis projeté là-dedans. J'ai fait un pacte avec moi-même quand j'étais enfant. Je me suis dit, je vais faire ça. Je vais avoir une vie comme ça. Je vais avoir une vie de démesure, une vie libre. Je vais avoir une vie que j'espère la plus riche et la plus investie possible, d'aventure. J'étais fasciné par les actrices. Je le suis toujours. C'est-à-dire que le cinéma m'amène à tout, en fait. Quel a été le premier ébranlement de cinéma? Parce que quand on a vu vos courts-métrages, je pense à C'est merveilleux quand on est amoureux, on se dit que des gens comme Mario Bava, des gens comme Argento, des gens comme Lucio Fulci sont forcément des gens qui vous ont imprimé. Est-ce que ça vient de là ou il y a eu d'autres choses avant ces auteurs italiens? Non, c'est une période très importante dans ma vie de jeune cinéphile, parce qu'à l'époque, j'étais en pensionnat, et quand je rentrais le vendredi soir, le samedi matin, je pouvais aller au vidéoclub, et j'allais chercher des VHS, et j'en prenais généralement 10, 8, 10, 12 parfois, et je pouvais passer des heures, complètement des heures, devant toutes les jaquettes des VHS, et forcément, j'étais attiré par la curiosité, par la provocation, par les jaquettes un peu criardes du le cinéma. giallo, alors. Voilà, Le giallo. voilà. Sexe. Le giallo? Mais qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un genre du cinéma italien mêlant sexualité, fantasme et meurtre qui a connu son heure de gloire dans les années 1960 et 1980. Mon amour réel
pour le cinéma démarre là. C'est-à-dire démarre dans les VHS, démarre dans ces rayons de cinéma, de bizarreries, de films un peu tordus, semi-porno, que ma mère me laissait regarder finalement, étonnamment. Je voyais un spectacle de chair, de sang, de foutre. Je voyais tout ça et ça me stimulait, ça enflammait véritablement mon imagination. Et donc, finalement, ce cinéma d'exploitation a oscillé et a changé jusqu'à Carpenter, jusqu'à Massacre à la tronçonneuse. Et puis, enfin, Massacre à la tronçonneuse, en fait, est le détonateur vers autre chose. Parce que Massacre à la tronçonneuse me ramène à Ed Gein, Ed Gein me ramène à Psychose, Psychose me ramène forcément à Hitchcock, je découvre Hitchcock. Hitchcock, Hitchcock, on y revient toujours. Donc, Hitchcock m'amène à Buñuel, à Friedkin. Et donc, si tu veux, c'est une arborescence. C'est vraiment une arborescence. Et ça, c'est vraiment quelque chose, tu tires des ficelles et toutes ces ficelles t'amènent quelque part. Et chaque fois, c'est encore mieux. L'une des références visuelles qui s'impose quand on découvre Adoration, c'est Georges Franju, avec un de ses derniers courts-métrages qui s'appelle La Première Nuit. C'est un court-métrage qui date de 1958. C'est un film sur l'enfance et sur le sentiment amoureux. On va suivre un petit garçon qui va s'enfermer dans le métro et essayer de rechercher son amoureuse. Qu'est-ce qui vous inspire, Franju? Il touche quelque chose de très sensible par rapport à l'enfance. C'est-à-dire que ce qui m'a profondément bouleversé au moment où je m'apprêtais à tourner Adoration, c'est le regard. Il épouse complètement le regard d'un jeune garçon. Le film est assez court, hein, et au fond, sa vision m'a réconforté dans l'intuition que j'avais pour Adoration. C'est-à-dire que je me souviens que les gens me disaient « Oui, mais il n'y a pas d'antagoniste dans ton scénario. Fais l'enquête, développe la police, développe la recherche du père, etc. » Et j'ai toujours résisté à cette idée parce que je voulais toujours épouser complètement le regard de cet enfant. Qui est un enfant simple, un peu idiot, qui est inspiré là carrément du prince Mychkine de Dostoïevski. Donc c'était cette idée-là. Et en fait, La Première Nuit m'a fait renouer avec ça. Et puis il y avait cette volonté aussi de renouer avec le réalisme poétique français des années 50, qui est un cinéma qui a complètement disparu, balayé, décapité par la nouvelle vague. Je vois bien que je suis beaucoup plus sensible au cinéma de Duvivier aujourd'hui, ou de Franju, oui. Vous ne pouvez être que sensible à ça, parce que l'autre référence, Fabrice, de ce film Adoration, c'est forcément... Moi, je le ressens comme ça. La Nuit du Chasseur, le seul film de Charles Laughton. Once upon a time, there was a pretty fly. He had a pretty wife, this pretty fly. Vous filmez comme l'automne du point de vue de l'enfant. Ça, c'est le premier point commun. Après, votre personnage, un jeune garçon, comme le personnage de John Harper, il va se retrouver contraint par les événements d'agir en adulte. Parce que les adultes sont des gens qui sont défaillants. No, what a day this is. And there's little John. What's wrong, John? Come to me, boy. What's wrong, John? Didn't you hear me, boy? John, when your dad says come, you should mind him. He ain't my dad. No, and he ain't no preacher neither. Just march yourself yonder to your horse, mister. C'est un film avec lequel j'ai énormément d'intimité, c'est un film que j'adore, c'est un film... C'est un manuel de survie en territoire hostile. Oui. Ça, c'est pour La Nuit du Chasseur, mais ça vaut effectivement aussi pour Adoration. Ouais. Le territoire hostile, c'est celui des adultes. Ouais. Votre personnage, comme le personnage de Charles Laughton, vont vers un ailleurs inconnu et ils vont être recueillis par une sorte de Moïse. Ça peut être Benoît Poulvorde, et c'est Liliane Guiche chez Charles Laughton. Et Liliane Guiche, elle a cette phrase, parce que je l'ai revu, le film, les enfants supportent et résistent. C'est la morale de ce conte immoral de Charles Laughton. Est-ce que ça pourrait être aussi la morale de votre film ?
Peut-être. Les enfants supportent et résistent. Oui, mais vu comme ça, oui, tu me fais... En fait, tu me fais voir les choses autrement par rapport à La Nuit du Chasseur. C'est-à-dire que même la personnalité de Liliane Guiche, cette grande dame qui vient du muet, tu vois, qui a déjà une texture très particulière. Effectivement, Benoît peut faire écho à ça. Et il a cette dimension Moïse, Benoît, dans le film. Alors, autrement, bien sûr. Mais effectivement, laisse-moi y penser. Le référent, peut-être le seul référent que j'avais sur Adoration, c'était l'enfance vivante de Tarkovsky. C'était un film qui, là, pour le coup, m'a énormément accompagné avant et même pendant. C'est-à-dire que c'est un film que j'ai vu parce que je voulais simplement l'approche, la lumière, en fait. La lumière chez Tarkovsky, il y a la présence de Dieu. C'est pas un point de vue religieux. Dieu, c'est le transcendant, oui, c'est la mystique. Voilà, c'est la mystique. Si tu veux, je cherchais ça, je cherchais cette mystique-là. Je cherchais une lumière qui soit, pas pour faire joli, hein, pas pour faire mignon. Je cherchais cette lumière-là parce qu'elle m'intéressait par rapport au personnage de Paul. Je pense que Paul avait cette lumière-là, avait ce divin-là en lui. Il avait ce côté mystique, ce côté... et donc, juste après son épiphanie, voilà, la lumière d'un coup devient absolument divine, quoi, dans le film. On a parlé de La Nuit du Chasseur, ce qui est l'opportunité pour moi de vous faire un cadeau, un livre qui vient de sortir autour de Robert Mitchum. Ils sont très rares en France. Robert Mitchum, l'homme qui n'était pas là. Merci beaucoup, Stéphane. Ça, c'est important. Robert Mitchum, à travers ce livre, c'est le portrait d'une star qu'on nous fait, une star qui a publié son premier poème à 8 ans, qui a été condamnée aux travaux forcés à 15 ans, qui a commencé une carrière de boxeur semi-pro. La RKO pour laquelle il a travaillé voulait changer son nom en faisant de lui un Robert Marshall. Ava Gardner a voulu quitter Hollywood pour lui, vous vous rendez compte? Il a tourné dans plus de 130 films, il en a réalisé un en 1958, Thunder Road. Et son auteur, Lello Jimmy Battista, s'arrête sur cette chose importante. C'est-à-dire qu'on pensait que le cinéma était la chose centrale du cinéma de Robert Mitchum. Non, c'était la musique. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Il est question d'un parcours initiatique dans Adoration, puisque ce sont deux enfants qui vont perdre leur innocence et ils vont s'éveiller sexuellement. Oui. Alors attention, le sexe aujourd'hui à l'écran, c'est un truc à prendre du bout des doigts, il y a une forme de pudibonderie autour de ça, et vous l'abordez de façon frontale, mais avec beaucoup de discernement. Oui, alors moi je me pose pas la question, je suis vraiment pas un moraliste. Hein. Alors là, vraiment, encore une fois, je suis assurément pas du tout... Là-dedans, je m'en fiche complètement. Je vois bien que ça m'a fermé des portes, hein. Surtout dans le monde anglo-saxon, je vois bien que c'est un problème aujourd'hui, mais tant pis pour eux. Hein. Tant pis pour eux, franchement. Après, voilà, moi, les histoires de Marvel et tout ça, les trucs de super-héros, bah, ils m'emmerdent profondément parce que justement, il n'y a pas de sexe, c'est-à-dire que c'est tellement aseptisé. Je veux dire, nous sommes des êtres complètement sexués. Il est important de parler de sexualité ou de l'évoquer. La sexualité révèle beaucoup de ce que nous sommes. Et puis surtout, la sexualité est probablement la zone la plus marécageuse et la plus mystérieuse qu'on a tous. Mais aujourd'hui, c'est absent des histoires du cinéma, en tous les cas du cinéma français. On se tient à distance de ça. Pour moi, le cinéma, c'est l'art de la sensualité. C'est l'art de la représentation de nous-mêmes. Donc c'est l'art de la représentation du sexe ou des rapports sexuels. Voyons toutes les images que tu as là. Enfin, chez Hitchcock, le sexe est partout.
Là, tu es Preminger, Voyage en Italie chez Rossellini, le sexe est partout. Tout est sexuel. Tout est sexuel. Donc pourquoi le cacher, le sexe? Je voudrais qu'on termine avec un cadeau. Et cette citation de Samuel Fuller, justement, dans Pierrot le Fou, vous vous souvenez de ce qu'il disait? Il disait que le cinéma, c'est comme la guerre. L'amour, la haine, la violence, la mort, l'action, en un seul mot, l'émotion. Émotion. Voilà, 2 ouvrages édités par nos confrères de SoFilm. Allez-y, cadeau, ouvrez-les. Formidable. Parcourez-les. Parce que ce qui est intéressant, c'est que derrière ces livres qui comportent 6 DVD chacun, se pose la question, qu'est-ce que les films de guerre exhibent alors que les autres le cachent? Eh ben, c'est justement l'exposition à la mort. Derrière les films de guerre, il y a bien plus que de l'héroïsme. Il y a la confrontation à soi. Et à la lecture de ces 2 livres, Fabrice, on se posera une question avec laquelle vous allez partir sous le bras. Est-ce que les bons films ne sont-ils pas nécessairement des films de guerre? Voilà, je ne vous demande pas d'y répondre, mais quand on voit Adoration, eh ben, on peut y réfléchir. On va voir votre film, on écoute la musique, magnifique vinyle, et on pense à ça, à ces films de guerre. Contre quoi sommes-nous en guerre quand on va au cinéma? Parce que les questions aussi des spectateurs à ce moment-là. Merci d'être passé par chez nous. C'est moi qui vous remercie. À bientôt, Fabrice. Merci, salut.